La vidéo d'aujourd'hui fait suite aux 3 dernières vidéos où on a introduit les tests randomisés en double aveugle et la p-value et où on a listé 5 sacrés travers de la science par p-value. Et juste pour rappel, même si la p-value a énormément contribué à améliorer la validité des sciences, elle est néanmoins très imparfaite. En particulier, on a vu que la science par p-value finit par réfuter infiniment souvent toute hypothèse vraie, interdit l'arrêt prématuré des tests, subit le biais de publication des résultats statistiquement significatifs et davantage surprenants, permet le p-hacking et repose sur une énorme malléabilité qui la rend beaucoup plus subjective qu'il n'y paraît. Ça fait déjà pas mal de travers. Et pourtant, ce sont loin d'être les plus gros travers de la science par p-value. Aujourd'hui, on va ajouter 5 énormes travers pour accabler encore un peu plus cette méthode scientifique. Énorme travers numéro 1. Tout focaliser sur l'existence d'un effet. En pratique, malheureusement, les débats tournent souvent autour de la question est-ce que X cause Y, notamment quand il s'agit de politique ou de justice, mais aussi de médecine, d'économie ou d'environnement, où on a tendance à partir à la chasse à un coupable ou du moins à la chasse à un responsable. Et ce qui est gênant, c'est qu'avec la méthode scientifique par p-value, on est prêt à répondre oui, X cause Y, même si l'effet de X sur Y est en fait très petit. En effet, la science par p-value, ça ne consiste pas tant à mesurer l'effet probable de X sur Y, ça consiste davantage à rejeter l'hypothèse H0 qui dit que X n'a aucun effet sur Y. Alors bien sûr, on peut et il faut rajouter une discussion de l'ampleur de X sur Y si jamais on rejette H0. Et il y a plusieurs métriques pour ce faire, comme l'explique très bien Risk Alpha. Cependant, il reste qu'un travers récurrent semble être l'attention démesurée portée sur l'existence d'un effet ou non. Par exemple, voici les conclusions de différentes agences sur les effets cancérigènes du glyphosate aux doses usuelles. On y voit plein de phrases alambiquées qui parlent d'un effet avec un niveau de preuve insuffisant ou qu'il est peu probable qu'il y ait un effet potentiel et ainsi de suite. Le problème avec ces formulations, c'est qu'elles donnent l'impression qu'étant donné les données actuelles, il serait prématuré de conclure quoi que ce soit à propos du glyphosate. Pourtant, on a collecté pas mal de données au fil des dernières années sur le glyphosate. Il semble que l'on puisse dire quelque chose de manière plus affirmative. Eh bien, l'astuce pour y arriver, c'est tout simplement de dire OSEF à la question « Est-ce que le glyphosate a un effet ?» Car si je devais parier, je parierais en fait sans flipper qu'il a un effet. Mais la question pertinente en pratique n'est pas de savoir s'il a un effet. La question pertinente, c'est de savoir quelle est l'ampleur de cet effet. Et là, si vous regardez un peu les chiffres, ici tirés du blog de Science Étonnante, sans même sortir l'artillerie lourde du bayésianisme, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Tout effet du glyphosate semble être nécessairement très négligeable. Les chiffres indiquent même que tout effet cancérigène du glyphosate est quasi sûrement extrêmement négligeable comparé à de nombreux autres produits cancérigènes de notre quotidien comme le tabac, l'alcool ou même l'excès de viande rouge. Il me semble que c'est ça l'information importante qui aurait dû sortir des études. L'existence d'un effet importe finalement peu. Ce qui est crucial pour les prises de décision, ce sont davantage les tailles d'effets probables. Or, dans le cas du glyphosate, on peut clairement dire que beaucoup d'autres produits cancérigènes devraient être beaucoup plus préoccupants que le glyphosate, y compris des produits en fait assez peu cancérigènes. Je ferai d'ailleurs la même remarque pour la vidéo d'hygiène mentale sur l'effet de la Lune sur les naissances. Cette vidéo est vraiment super. Mais la conclusion bayésienne ne peut pas être qu'il n'existe aucun effet de la Lune sur les naissances. La conclusion bayésienne intéressante en tout cas, c'est surtout que tout effet de la Lune sur les naissances est nécessairement très largement imperceptible. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est intéressant d'avoir des très grands échantillons. Oui, parce qu'une étude avec une p-value de 1% pour un échantillon de 1 million de données, c'est en fait bien souvent surtout une étude qui montre que l'effet est minime. Certes, avec une p-value de 1%, un effet statistiquement significatif a techniquement été identifié, et je mets d'énormes guillemets sur statistiquement significatif si vous ne les avez pas vus. Mais cet effet est alors potentiellement si imperceptible qu'il est alors possiblement plus judicieux de faire comme s'il n'existait pas. Malheureusement, en donnant trop d'importance au rejet d'hypothèses nulles, la science par p-value semble détourner notre attention vers des questions très secondaires comme l'existence ou non d'un effet, quelle que soit sa taille. Énorme travers numéro 2. Les données en laboratoire ne sont pas toujours généralisables. Très souvent, quand on parle de science, pour savoir, on nous invite gentiment à effectuer un test randomisé en double aveugle. Et ça, c'est super bizarre quand vous y réfléchissez. Oui, parce que bien souvent, les questions qui nous intéressent vraiment concernent des choses de la vraie vie. Typiquement des comportements dans leur habitat naturel avec leur environnement usuel. Sauf que pour tester des hypothèses sur ces comportements, on nous invite à extraire les particules ou les individus de leur habitat habituel et à les mettre dans des laboratoires où on les confronte à des expériences hors du commun. Dire que cela devrait être le fin mot sur le comportement réel des individus, ça paraît être un non-sens.
Alors, je ne dis bien sûr pas que les tests randomisés en double aveugle n'ont aucune valeur, mais vu à quel point ils correspondent à des contextes différents des contextes qui nous intéressent vraiment, il y a vraiment de quoi être dubitatif sur le fait que ces tests nous fourniront une réponse définitive ou même simplement une réponse plus valide aux questions que l'on se pose vraiment. Pire encore, les tests en laboratoire sont parfois très distants des conditions réelles d'application de tel ou tel traitement. Typiquement, les tests cliniques de médicaments sont souvent effectués sur des individus, disons, de 30 ans en bonne santé, alors que parfois ils seront davantage prescrits à des femmes âgées et malades. La généralisabilité des tests cliniques est alors questionnable, non seulement en termes d'efficacité du traitement, mais aussi et surtout en termes d'absence d'effets secondaires. Car a priori, une personne en bonne santé aura beaucoup moins de chances de développer des effets secondaires qu'une personne âgée et malade. De la même manière, la plupart des expériences de psychologie sont restreintes à des individus dits weird, c'est-à-dire Western educated and from industrialized, rich and democratic countries. La généralisabilité des résultats de ces expériences à la population mondiale est très questionnable et sa généralisabilité à individus en particulier de la population mondiale l'est encore plus, surtout si cet individu n'est pas lui-même weird. Et oui, parce que les questions vraiment pertinentes en pratique, ce n'est pas si en moyenne sur la population mondiale l'hypothèse H0 est vraie. Bien souvent, notamment quand il s'agit de traitements médicaux, la question vraiment pertinente c'est est-ce qu'un individu donné, avec ses traits physiologiques et sa génétique très particulière, est-ce que cet individu a de bonnes chances de profiter de tel ou tel traitement? Voire est-il désirable de lui prescrire tel médicament, qui est encore une autre question. Or, malheureusement, en cherchant des effets statistiques valides pour des très grands échantillons, le fréquentisme ne nous invite pas à nous poser de telles questions. Le fréquentisme va souvent davantage s'intéresser à des effets moyens sur toute une population. Et du coup, ces réponses seront très incomplètes quand il s'agit de cas particuliers. Bref, encore une fois, je ne dis pas tout ça pour complètement rejeter les tests randomisés en double aveugle. Ces tests fournissent des données de qualité. Cependant, il me semble qu'il serait très fallacieux de considérer que ces tests répondent vraiment aux questions intéressantes des sciences. En particulier, certains statisticiens pensent qu'il est temps de cesser d'y voir le standard ultime des sciences. Tout ça parce que les tests randomisés en double aveugle sont en fait très loin d'être clairement généralisables. À l'instar des données obtenues autrement que via des tests randomisés, les données issues de la méthode scientifique doivent absolument être prises avec des pincettes et être analysées avec soin. Et pour ne pas faire d'erreur dans cette analyse, il semble nécessaire d'introduire un cadre de pensée qui transcende largement le cadre très restreint du test statistique classique. Énorme travers numéro 3. Que faire quand tout est rejeté? On a déjà vu que toute hypothèse vraie finira par être rejetée une infinité de fois par la science par p-value. Mais en pratique, l'application rigoureuse de la méthode scientifique par p-value devrait être bien plus problématique que ça, surtout dès lors que l'on étudie des systèmes complexes comme la macroéconomie, l'environnement, le cerveau humain, Internet ou une IA qui fait du deep learning. Pour tous ces systèmes, toute hypothèse non triviale qu'on avancerait est quasiment assurée d'être fausse. Oui, parce qu'il semble illusoire d'espérer capturer toute la complexité de ces systèmes en une poignée d'hypothèses. Ces systèmes sont fondamentalement complexes. Leur description rigoureuse semble nécessairement complexe, voire inaccessible. Et en fait, quand on étudie ces systèmes, on ne cherche pas nécessairement les théories vraies. On cherche généralement davantage des théories simplificatrices qui collent néanmoins assez bien avec le système qu'on étudie. Et donc en particulier, on sait en fait très bien que les hypothèses nécessaires à l'efficience des marchés ou au théorème de von Neumann-Morgenstern ou à la mécanique classique sont en fait fausses. On les a rejetées, réfutées, détruites, tout ce que vous voulez. Et pourtant, on continue de les enseigner et de les utiliser pour développer des théories scientifiques. Est-ce que les scientifiques marchent sur leur tête ? En fait, c'est plutôt la science par p-value et plus généralement la science par réfutabilité et réfutation qui me semble à côté de la plaque. Oui, quand on fait de la macroéconomie, on finira par rejeter toute théorie simple. Mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a rejeté toutes les théories? Le truc, c'est que souvent, une règle simple mais pas trop fausse reste très utile et très désirable à mettre en avant en science. On peut prendre l'exemple des lois de la gravité de Newton. Ces lois ont été rejetées depuis belle lurette. Elles étaient en effet incapables d'expliquer la trajectoire de Mercure, y compris avant l'avènement de la relativité générale d'Einstein. Cependant, on a longtemps refusé de rejeter les lois de Newton, non pas parce que toutes les données collaient avec ces merveilleuses lois, mais tout simplement parce qu'il semblait impossible de concevoir des alternatives un tant soit peu crédibles. Les théories peuvent en fait survivre pourvu qu'aucune alternative crédible n'ait été proposée.
Plus généralement, il semble en fait extrêmement fallacieux de voir la science comme une suite de procès qui jugent et condamnent les mauvaises théories. Il semble davantage que la science consiste en une forêt de modèles dont certains arbres sont parfois taillés, parfois même coupés, mais cette forêt n'est généralement pas composée d'un seul arbre et qui plus est, l'arbre qui surplombe toute la forêt n'est pas nécessairement celui qui a raison. Ce sera plutôt l'arbre qui aura été le moins écorché. Mais ce n'est pas tout. La science est faite et exploitée par des humains et l'humain a les limites cognitives qu'il a. Et même quand la science est faite par des machines, ces machines ont elles aussi leurs limites algorithmiques. Et du coup, en pratique, notamment pour l'étude de systèmes complexes, une solution simple et approximative sera préférable à une solution dont le temps de calcul nécessite par exemple toute la consommation de toute l'exergie du système solaire. En pratique, il nous faut des modèles faciles à manipuler algorithmiquement, et ce même s'ils sont moins crédibles que des alternatives. Et ça, typiquement, c'est le cas des lois de Newton, qui même si elles sont moins crédibles que la relativité générale, elles ont le bon goût d'être beaucoup plus simples à manipuler algorithmiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très mal compris par la science par réfutation de façon générale. A priori, l'application rigoureuse de la science par réfutation n'a rien à faire de la simplicité des calculs. Si c'est faux, a priori, on a envie de réfuter. Et du coup, si on suivait vraiment cette méthode scientifique, il nous faudrait taire tous ceux qui osent encore parler des lois de Newton, tout comme on cherche à taire tous ceux qui pensent que la Terre est plate. Énorme travers numéro 4. Toutes les hypothèses ne se valent pas a priori. Voilà un principe qui est souvent mis en avant par les zététiciens, notamment à travers le rasoir d'Occam, aussi appelé principe de parcimonie. En gros, ce rasoir d'Occam dit que les théories plus simples sont plus crédibles a priori. Et intuitivement, c'est pour ça que les scientifiques rejettent généralement les théories à base d'aliens. Bon, en fait, l'application du rasoir d'Occam en pratique est quasiment toujours extrêmement bancale, et pire que ça, la possibilité de l'utiliser a tendance à augmenter la malléabilité de la méthode scientifique dont on a parlé la dernière fois, et à encourager le raisonnement inconsciemment motivé. On reviendra d'ailleurs bien plus longuement et plus attentivement sur ce rasoir d'Occam plus tard dans cette série sur la formule de Bayes. Et en fait, en pratique, en science, ce n'est généralement pas ce rasoir d'Occam qui permet de distinguer les théories a priori. Typiquement, sur la possibilité d'une machine à moteur perpétuel, tout physicien aura un préjugé très prononcé, mais aussi très justifié. Étant donné l'état de connaissance actuel de la physique, il faudrait violer des lois physiques très établies pour concevoir une machine à moteur perpétuel. Or, la crédence du physicien, notamment en les lois de la thermodynamique à notre échelle, est absolument énorme. En fait, cette crédence est si énorme que même la démonstration la plus convaincante qui soit aura bien du mal à déplacer le curseur de crédence du physicien vers une crédence non négligeable en la possibilité d'une machine à moteur perpétuel. De la même façon, je serais extrêmement sceptique à l'idée qu'une machine physique surpasse les facultés algorithmiques d'une machine de Turing universelle. L'histoire de l'algorithmique a penché mon curseur de crédence très loin en faveur de ladite thèse de Church-Turing. Et il faudra des éléments à charge bien plus convaincants qu'un test randomisé à p-value à 5 sigma pour ramener ce curseur au point que je me mette à assigner une crédence non négligeable au fait que la thèse de Church-Turing est fausse. Comme le dirait Monsieur Fick qui paraphrase Carl Sagan, des affirmations extraordinaires requièrent des preuves plus qu'ordinaires. Et ça s'applique particulièrement bien à tant de sujets si chers à la zététique. La Lune n'a probablement pas d'effet majeur sur les naissances, en tout cas via les forces de marée, car les forces de marée causées par vos toilettes sont plusieurs ordres de grandeur plus importants que celles de la Lune. De même, l'homéopathie n'a quasi sûrement aucun effet au-delà du placebo, car la physique et la chimie modernes ont bien identifié l'ensemble des particules qui ont des effets non négligeables dans notre quotidien, et on comprend suffisamment bien la biologie pour affirmer avec une énorme crédence que tout effet des particules présentes dans un cachet d'homéopathie sera très largement moindre qu'une modification même infime, disons, des habitudes alimentaires. Malheureusement, la méthode scientifique et du coup, souvent les scientifiques et les vulgarisateurs scientifiques ont tendance à insister davantage sur les tests randomisés en double aveugle que sur ce genre de considérations théoriques, alors que ces considérations théoriques ont pourtant bien plus d'incidence dans le raisonnement bayésien, en tout cas dans le cas des théories incompatibles avec les lois les plus crédibles de la physique. Pire encore, certains encouragent parfois tout le monde à suspendre son jugement et à attendre les résultats du test randomisé pour conclure sans prendre en compte aucun a priori. Voilà qui semble fallacieux et on en reparlera d'ailleurs davantage la prochaine fois. En particulier, en pratique, ceci a conduit à autoriser les tests cliniques pour de nombreux médicaments dont on pouvait légitimement douter qu'ils avaient un effet quelconque. Et parce que les tests cliniques font encore autorité, beaucoup de ces médicaments sont effectivement testés. Il faut alors s'attendre à ce que 5% d'entre eux soient alors validés. Voilà qui, selon le philosophe Jacob Stegenga, a conduit à la commercialisation d'un très grand nombre de médicaments dont les effets sont probablement très largement moindres que, disons, une petite habitude sportive additionnelle chez les patients. Énorme travers numéro 5.
Que faire de ceux qui ne se prêtent pas au p-value? Enfin et surtout, comme on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises, le plus gros problème de la p-value, il me semble, c'est de constamment tourner notre attention vers ce qui peut être mesuré via une p-value. Comme le dirait Abraham Maslow, quand tout ce que l'on a est un marteau, tout ressemble alors à un clou. Alors, si tout était effectivement un clou, ce ne serait pas dérangeant. Mais malheureusement, beaucoup de questions, sans doute même l'écrasante majorité des questions dignes d'intérêt, ne se prêtent tout simplement pas à la p-value. C'est le cas par exemple des études du passé qui analysent des vestiges qui ne se prêtent clairement pas aux tests randomisés comme en histoire, en archéologie, en anthropologie, en paléontologie, en géologie, en phylogénie, en psychologie évolutionnaire, en astrophysique ou encore en cosmologie. Dans tous ces cas, la p-value n'est quasiment jamais applicable directement. Il faut alors tendre le cou à ces sciences pour leur donner des aires de tests par p-value, voire pire encore, les ramener à des questions qui ne sont en fait pas les questions dignes d'intérêt. Mais ce problème n'est pas spécifique aux sciences du passé. Il s'agit également d'un problème pour les analyses du présent qui étudient des comportements ou des phénomènes spécifiques à l'état actuel de l'univers, comme en sociologie, en économie, en psychologie, en sciences politiques, en études des réseaux, en phouloscopie, en études des écosystèmes ou encore en météorologie. Enfin et surtout, ce problème est également un problème pour les prédictions sur le futur, qu'il s'agisse de prédictions autour du climat à venir, des ressources naturelles qui finiront par manquer, des technologies à venir, des conséquences de la polarisation, des tensions géopolitiques et des risques de catastrophes majeures. Et puis à cette liste, on peut bien sûr ajouter tous les domaines fondamentaux qu'on associe généralement à la philosophie comme l'épistémologie, la morale ou des trucs plus bizarres encore comme les mathématiques ou l'algorithmique. Le réflexe d'un scientifique conditionné à raisonner en termes de réfutabilité, de tests randomisés et de réfutation par p-value, c'est souvent de rejeter la scientificité de ces questions, voire de les qualifier de pseudosciences. Selon ce scientifique, en un sens, il s'agit là de questions qui ne sont pas au standard de la science. Et je trouve ça personnellement extrêmement étrange et très insatisfaisant. C'est comme si la science se refusait de se poser certaines questions uniquement parce que ces questions ne ressemblaient pas suffisamment à des clous. Or, à en croire les adeptes du mot pseudoscience, la science ne s'autorise qu'à taper sur des clous avec son marteau. Et du coup, le mieux que la science puisse faire, c'est taper sur ce qui ressemble à peu près à un clou, ou déformer certaines questions suffisamment pour qu'elles se mettent à ressembler à un clou. Autrement dit, le préjugé des scientifiques sur ce qu'est la science semble les avoir conduits à délimiter un ensemble de questions qu'ils qualifient de scientifiques et à considérer que les autres ne méritent même pas leur attention, voire à les dénigrer en les qualifiant hautement de pseudosciences. Il me semble qu'il s'agit vraiment là du plus énorme et du plus grave des travers de la science. Comme le disait le statisticien John Tukey, mieux vaut une réponse approximative à la bonne question, qui est souvent vague, plutôt qu'une réponse exacte à la mauvaise question qui peut toujours être rendue précise. Il me semble grand temps de questionner les questions que s'autorisent les sciences, car les questions vraiment importantes se doivent d'être adressées avec rigueur, y compris lorsqu'elles ne sont pas conformes au cadre rigide des sciences par réfutation via l'expérience. J'espère que les dernières vidéos vous auront vraiment donné beaucoup de grains à moudre et vous fera réfléchir sur la science, la méthode scientifique et peut-être surtout sur l'objectif des sciences. Il me semble que trop souvent, on veut fixer un cadre très rigide pour la méthode scientifique bien avant de se poser la question de l'objectif de cette méthode scientifique. Ou alors, on se contente d'un objectif qui, à bien y réfléchir, est vraiment étrange, par exemple rejeter les théories fausses. Newton, Lavoisier et Darwin ont-ils vraiment fait cela? Ont-ils vraiment cherché à rejeter des théories fausses? Et leurs propres théories étaient-elles fausses? Mais surtout, la fausseté de leurs théories est-elle ce qu'il est adéquat de retenir de leurs travaux? Malheureusement, il me semble qu'en cloisonnant la science à un certain cadre rigide, on restreint drastiquement le champ d'applicabilité de la science. Ou du moins, si le mot science vous dérange, disons de la pensée rigoureuse. Le XXIe siècle annonce toutes sortes de défis majeurs, de l'économie à l'environnement, en passant par la santé, les tensions politiques et l'intelligence artificielle. Sans pensée rigoureuse capable de traiter tous ces sujets, il me semble très probable qu'on en vienne à penser ces problèmes de travers et qu'on dépense nos ressources de manière contre-productive. Alors je précise tout de même que ce que j'entends ici par pensée rigoureuse n'est absolument pas tout et n'importe quoi. Bien réfléchir à comment bien réfléchir est un défi monumental, extrêmement difficile, et si vous n'y avez pas déjà très longuement réfléchi, alors vous avez très certainement encore beaucoup à apprendre, par exemple au hasard en regardant les excellentes vidéos de Julia Galef. Bien réfléchir, c'est très difficile. Bien penser, c'est compliqué. Néanmoins, dans le monde moderne ultra complexe, ça semble être devenu urgent. Il nous faut absolument beaucoup plus réfléchir à comment mieux réfléchir. Et pour le coup, c'est sans doute la question la plus fascinante qui soit. Comment bien réfléchir?
En particulier, il me semble que la pensée rigoureuse doit absolument se donner les moyens de mieux comprendre les phénomènes de notre environnement moderne. Et ça semble nécessiter de transcender le cadre rigide de la méthode scientifique habituellement présentée. La dernière fois, j'avais déjà listé 5 travers de la méthode scientifique par p-value et notamment le p-hacking. Et Rainbow Dash fait remarquer qu'on pourrait éviter le p-hacking en demandant aux chercheurs de rapporter tout ce qu'ils ont fait dans leurs études. Cependant, ça rendrait les articles de recherche incroyablement chiants à lire et incroyablement peu informatifs, puisque la quasi-totalité de ce qui se passe dans un laboratoire de recherche est bien souvent un ensemble d'échecs, un ensemble de trucs qui ne marchent pas du tout, qu'on a essayé et on a foiré, on a raté quelque chose. Ça serait en plus très embarrassant pour les chercheurs eux-mêmes. Et typiquement, moi personnellement, j'ai une phobie énorme à l'idée que mes brouillons de mathématiques soient exposés au grand public ou soient juste vus par d'autres mathématiciens, parce que ce que j'écris dans mes brouillons est souvent absolument ridiculement stupide. Et du coup, en particulier, c'est finalement quelque chose d'assez souhaitable d'essayer de nettoyer un petit peu l'histoire de notre recherche, d'enlever tout ce qui vraiment ne sert à rien et n'est pas instructif et peut-être pour le coup très embarrassant. D'une certaine manière, il faut extraire de ce qui s'est passé dans le laboratoire de recherche les parties les plus intéressantes de la recherche qui s'y est faite. Et ça, c'est un travail extrêmement difficile qui requiert souvent beaucoup d'expertise, mais également d'avoir été présent sur les lieux. Et du coup, a priori, c'est aux chercheurs de faire ça. Ça semble difficile d'imaginer que quelqu'un d'autre puisse faire cela. Et du coup, le chercheur va devoir sélectionner les parties de sa recherche qui sont les plus intéressantes pour les mettre dans un article de recherche. Et le problème, c'est que ce faisant, il peut être victime d'un p-hacking qui est potentiellement inconscient. En fait, je dirais même très clairement, ce faisant, il fera un p-hacking très inconscient. Bref, tout ça pour dire que oui, les chercheurs font du p-hacking et c'est pas bien et tout ça, mais c'est extrêmement difficile de corriger ça en pratique parce qu'il faut vraiment comprendre toute la mécanique de tout ce qui s'est passé et à quel point on a fait un p-hacking au moment de rapporter ces résultats, ce qui en plus est contre les incitatifs individuels. Donc résoudre le problème du p-hacking est vraiment un problème très difficile et encore une fois, c'est pas spécifique au problème de la p-value, c'est vraiment un problème très difficile de la sélection de ce qui est intéressant, qui d'ailleurs transcende également de loin le problème de la recherche. De façon générale, quand on rapporte des choses qui sont passées dans un événement, on fait une sélection des données, on a un biais de sélection et ce biais de sélection peut amener les gens à conclure des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils auraient conclu en étudiant attentivement tout ce qui s'est passé dans l'événement en question. Patience évoque une façon de partiellement remédier au problème qui est la solution de ce qu'on appelle les pre-registration. En français, ça donnerait quelque chose comme pré-inscription, j'imagine. L'idée, c'est d'annoncer l'expérience, le protocole que l'on va suivre avant d'effectuer l'expérience. Et en effet, c'est une approche qui augmenterait grandement la transparence des études scientifiques et pourrait réduire le problème du p-hacking. Et comme c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, clairement, c'est un truc qui n'existe pas assez et il faut promouvoir ça davantage, notamment sur des sujets importants. Cependant, il est intéressant également de noter que ce problème de la préinscription est quelque chose d'extrêmement coûteux puisque un laboratoire doit s'engager à faire ça pendant une période donnée. Et si jamais il y a des échecs, il faut savoir comment est-ce qu'on gère par exemple des échecs ou des erreurs expérimentales qui ont été faites ou plein de petits biais qui ont été amenés. Donc ça ne serait pas une solution finale en tout cas. Il faudrait encore avoir un peu de doute au moment d'interpréter ces données. Mais surtout, si tout le monde faisait ça, on serait submergé encore une fois de données et il y aurait encore un biais de sélection à effectuer, non pas au moment de la publication des résultats ou de l'écriture de l'article par les chercheurs, mais ensuite de la sélection de ce que chacun des lecteurs va être amené à lire. Donc quelque part, en tout cas au niveau des lecteurs humains, il y aura très probablement encore un énorme biais de sélection et il faudra faire attention à ce biais de sélection et du coup faire au moins une méta-analyse sur les biais de publication potentiels. Là où par contre ce genre d'approche pourrait être très intéressante, c'est si on effectue des grosses collectes de données que l'on met ensuite dans des fichiers informatiques qui pourront ensuite être analysés par d'autres algorithmes. Voilà une approche qui s'est fait énormément dans le domaine de l'astrophysique où il y a beaucoup de données collectées par toutes sortes de télescopes, de satellites ou de sondes spatiales et ces données sont stockées et partagées à travers la communauté scientifique et n'importe qui peut faire sa propre analyse des données sur ces données. Il me semble vraiment que ce modèle de la recherche me semble beaucoup plus prolifique et permettra d'avoir des analyses de données potentiellement bien moins biaisées que si on passait par des biais de sélection qui seraient notamment dus à des interventions humaines. Bref, il y aurait énormément plus à dire et c'est un sujet malheureusement que je maîtrise pas non plus tant que ça, mais je pense qu'il est super important que l'on se mette tous à davantage réfléchir à comment faire de la meilleure science. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on verra un cas où le problème de la p-value paraît vraiment très problématique. Un petit teaser, ça parlera notamment de parapsychologie.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Ce réflexe de dire « ce n'est pas scientifique » est, selon moi, une mauvaise habitude qui découle de la manière dont on nous enseigne les sciences. Comme si la science était une sorte de statue grecque aux proportions parfaites, alors qu'elle est en fait le résultat d'un grand nombre de errements et de remises en question. Et cela met certaines personnes dans une situation d'excès de confiance, où elles vont trouver une sorte de valorisation sociale à casser tout ce qui serait pas scientifique, avec parfois un petit ricanement méprisant, ce qui n'est pas exactement une attitude bienveillante de recherche humble de la connaissance, et qui va tuer dans l'œuf de nombreuses discussions sur des sujets importants. I would say there's a few levels of understanding about randomized controlled trials. I'm being very simplistic here, but level 0 is something like not even realizing they're important. Level 1 is something like randomized controlled trials are the gold standard of evidence. Level 2, though, I think is something like randomized controlled trials are flawed. And I think this point is not appreciated as widely as I'd like it to be. Level 3, though, I think, is something that, despite the problems of external validity, if you do a number of different RCTs in different countries, different contexts, and you get a similar story in each one, then you can start to be pretty confident about what your RCTs are detecting. And so the takeaway message here, at level 3 is not RCTs are hopelessly flawed and therefore we can't use them. It's just, well, it's that the world is complicated and science is hard. Randomized controlled trials are necessary, but also flawed, but also important.